Monsieur le Président, pour vos aimables paroles et merci également aux organisateurs pour leur invitation à faire cette présentation aujourd'hui où j'ai toujours plaisir à venir à vos journées. Donc je vais vous parler des examens de biologie et de la place du biologiste dans le cadre des examens de prévention en soins de santé primaires. Donc je ferai un rapide historique tout d'abord et puis ensuite on rentrera dans le détail tout à l'heure. Donc la prévention, quelle définition ? C'est un concept aux acceptions très variables et qui évolue perpétuellement. En 1948, l'OMS a donné une classification selon le stade de la maladie. Et c'était l'ensemble de mesures qui visent à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents et des handicaps. Donc, il y avait 3 types de prévention que je pense que vous connaissez déjà. La prévention primaire avant l'apparition des maladies qui s'intéresse à des populations saines, la prévention secondaire au tout début de la maladie qui s'intéresse aux populations asymptomatiques. Il s'agit de diminuer la prévalence de la maladie, et puis la prévention tertiaire, une fois que la maladie est installée et qui touche les populations qui sont malades et qui sont symptomatiques. Donc il s'agit de mettre en place le traitement et de suivre l'évolution de la maladie. Mais cette approche de 48 avait quand même quelques limites, parce que cette conception elle est trop liée aux soins et trop centrée sur les maladies aiguës. Et elle fait trop référence à la maladie et non à la santé. Or, les pathologies aujourd'hui sont pour une large part liées à notre comportement, à notre environnement, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi les maladies transmissibles. Et elles se manifestent le plus souvent sur un mode chronique qui est multifactoriel et séquentiel. Donc l'évolution temporelle n'est plus adaptée. On disait autrefois les hyperlipidémies induisent l'athérosclérose, qui ensuite évolue vers la maladie coronarienne, puis vers l'infarctus. Mais il y a également d'autres facteurs à prendre en compte, comme les facteurs de l'environnement, tabagisme, sédentarité, surpoids, nutrition, hérédité. Donc il faut évoluer. Et l'OMS et puis les Américains ont proposé d'autres classifications à partir des années 70 et 80, où on parlait de prévention universelle, et il s'agissait, en l'espèce, de conserver la santé, l'état de bonne santé. Ensuite, il y avait une deuxième catégorie de prévention sélective. Il s'agissait d'éviter la survenue des maladies. Et puis, on a introduit la notion de prévention ciblée, où on en est à ce stade actuellement. Il s'agit donc de prendre en compte l'apparition de facteurs de risque spécifiques et, en fonction des facteurs de risque, on mettra en place des dépistages. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en aura beaucoup d'autres, comme on le verra tout à l'heure. Donc, voyez-vous, cette notion de prévention primaire, secondaire et tertiaire est complétée par la notion de prévention ciblée. Quels sont les principes de la détection précoce ? L'affection recherchée doit être un problème de santé publique et répondre à un besoin. Ça, c'est le premier critère. Il faut que l'histoire naturelle de la maladie soit bien connue. Il faut qu'un test de dépistage efficace, validé, puisse être mis à disposition. Et vous savez quels sont les critères de classification des tests de biologie, ou d'autres d'ailleurs. On va mesurer la sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives positives, les valeurs prédictives négatives. Un point très important, c'est que ce test soit facilement acceptable par une population asymptomatique. Ça c'est un facteur essentiel pour la réussite d'une politique de prévention efficace. Il faut disposer bien évidemment de structures de soins de diagnostic, et ça va dépendre des pays où l'on met en place des politiques de prévention. Il faut bien évidemment un traitement reconnu, parce qu'on peut dépister toutes les maladies que l'on veut, mais s'il n'y a pas de traitement, ce n'est pas la peine. Ensuite, un aspect qui est toujours difficile à aborder, mais on ne peut pas l'éviter, c'est celui de l'aspect économique. Et il faut que le coût du dépistage, le diagnostic et le traitement soient acceptables. Et enfin, il faut bien savoir que le processus est continu. Ce n'est pas du one-shot.
Et une politique de dépistage ne se fait pas une fois pour toutes. Puis, il y a d'autres critères qui viennent se surajouter à ça. C'est que les preuves scientifiques de l'efficacité du dépistage, pas du test uniquement, soient bien prouvées, et qu'il faut savoir que tout acte de prévention doit intégrer l'éducation du patient et prendre en compte son suivi. Ensuite, il faut respecter l'autonomie du patient et que ça réponde à un choix éclairé de sa part. Donc on arrive à un concept de prévention globale. Dans un premier temps, on va détecter et on va gérer les facteurs de risque, et puis le dépistage intervient, c'est là que la biologie intervient. Et puis pour certains dépistages, par exemple, je pense au cancer du sein, ce ne sera pas des actes de biologie évidemment, mais la biologie joue un rôle premier dans toute politique de prévention. Et puis, il faut mentionner que le patient doit être un acteur actif de la participation à la gestion de sa santé. Et puis, il y a des interventions qui vont jouer au niveau de l'éducation à la santé et de l'éducation thérapeutique. Je suis bien obligé d'aborder la question de l'évaluation du dépistage. Alors, c'est un sujet très délicat, qui est complexe et qui prête à controverse. Parce que l'évaluation de l'efficience du dépistage, elle a souvent été basée sur la réduction de la mortalité, mais il y a beaucoup de biais possibles, ce qui fait que ces biais d'avance au diagnostic, des biais de surdiagnostic, des biais de contamination. Et puis, on a également des politiques d'évaluation sur l'amélioration de la qualité de vie, parce que la qualité de vie est un élément extrêmement important, même chez un malade. Si on l'améliore, c'est un effet positif. Et puis, l'évaluation médico-économique, mais ça ne doit pas être un critère de décision premier, ça doit être que complémentaire. Donc, il y a deux études que je vais vous présenter, parce qu'il y en a énormément, deux études qui sont des synthèses de nombreux travaux qui ont été effectués au niveau international, et notamment dans les régions anglo-saxonnes et nordiques, sur des examens de santé généraux, sur des check-ups. C'est une étude Cochrane. Alors, cette étude, elle est très négative. Elle est parue en 2019. Ça a choqué beaucoup de monde parce qu'il concluait à un bénéfice qui était probablement très faible. Mais les auteurs mettaient quand même quelques bémols en disant qu'il pouvait y avoir beaucoup de biais dans les études qui avaient été sélectionnées. Donc, prudence. Et en 2021, tout récemment, il y a un peu plus d'un an, un groupe américain a fait une revue qui a rassemblé une trentaine d'études randomisées d'observation, mais ils ont sélectionné des études qui étaient beaucoup plus larges, puisqu'ils se sont intéressés à différents types différentes modalités d'exercice de la prévention, qui étaient soit des examens qui avaient été faits chez le généraliste, soit du check-up, soit des évaluations de santé. Donc, c'était une étude beaucoup plus étendue. Et là, ils n'ont pas trouvé d'association avec réduction de la mortalité ou d'événements cardiovasculaires. Mais en revanche, ils ont trouvé des associations, et ça, c'est très positif, parce que ces études démontraient qu'il y avait une meilleure détection des maladies chroniques, que ça permettait de mettre en place des traitements qui, si ces examens de prévention n'avaient pas été faits, ne l'auraient pas été, que les facteurs de risque étaient bien mieux contrôlés, que les services de prévention étaient nettement améliorés et que la survenue d'éléments indésirables qui étaient rapportés par les patients était mieux prise en compte. Donc, il concluait qu'une offre de prévention peut être proposée à des groupes de population qui sont à haut risque ou qui contrôlent mal leurs facteurs de risque. Et il y a eu des études qui montraient que beaucoup de patients qui s'auto-évaluaient n'étaient vraiment pas pris en charge. Donc, des examens de prévention permettent de réduire cette absence de prise en charge. Et puis, bien sûr, toutes les personnes qui sont plus ou moins en dehors du système de santé. Donc, voyez-vous, cette évaluation est beaucoup plus positive que celle de l'étude Cochrane qui avait défrayé la chronique à l'époque.
pour mettre en place et justifier les examens de prévention qu'on peut être amené à faire, un certain nombre de recommandations ont été proposées à l'échelle internationale. Les premiers qui ont travaillé sur le sujet, c'était les Canadiens, qui étaient très en avance il y a 35-40 ans. Ensuite, les États-Unis ont proposé également des recommandations. Les Anglais n'ont pas fait grand-chose et la HS est finalement assez active, comme on va le voir. Vous voyez, cette diapositive rassemble les différentes recommandations en vert, c'est-à-dire que ce sont des recommandations qui sont positives, en orangé, des recommandations qui sont modulées, on peut le faire, mais avec des réserves, et en rouge, c'est négatif. Donc, vous voyez que les Canadiens, ce qui est en gris, il n'y a pas de recommandation. Et vous voyez qu'en vert, l'HAS a émis beaucoup de recommandations sur lesquelles on peut se reposer, alors que les pays anglo-saxons, qui étaient très actifs il y a quelques décennies, sont plus en retrait. Alors c'est là-dessus que je vais me baser. Bon, simplement, de façon anecdotique, pas seulement, l'Académie de pharmacie, dans un rapport en 2016, a fait un point sur tous les secteurs qui démontrent le rôle que la biologie joue en matière de prévention. Prévention, donc maladies prénatales, néonatales, maladies transmissibles, maladies chroniques, et puis bien sûr la détection des facteurs de risque. Alors ça a été également repris, mais de façon beaucoup plus sommaire, dans un rapport beaucoup plus récent des deux académies de médecine et de pharmacie. Alors quels sont les champs d'action possibles de la biologie de prévention? Alors, je suis désolé, ça va être un petit peu catalogue, ce que je vais vous montrer maintenant. Catalogue à la plébanie, comme le disait ce matin Michel Bourdol. Je suis désolé, je vais essayer de passer vite, parce que le temps passe. Alors, maladie cardiovasculaire, dyslipémie, j'ai promis que je n'en parlerai pas, parce que Patrice Théron sera beaucoup plus explicite que moi. L'HAS donc a renoncé à supprimer sa recommandation, parce que je crois qu'il y avait des problèmes de conflit d'intérêts, notamment pour les traitements, et ce sont les recommandations européennes qui actuellement prévalent. Donc je passe là-dessus. Et donc on va rentrer dans le catalogue. Pour le diabète de type 2, les critères de réalisation, il y a deux types. D'une part, pour les adolescents, 16-18 ans, suivant des facteurs de risque obésité, antécédents, et au-delà de 45 ans, facteurs de risque donc de surcharge, antécédents familiaux, dyslipémie, et l'examen préconisé, c'est la glycémie. Donc ça, je pense que tout le monde le connaît. Mais ça montre que les recommandations sont quand même assez restrictives en fonction de l'âge. Et puis, la biologie peut intervenir également en prévention secondaire du diabète de type 2, pour la surveillance du diabète, et puis pour toutes les comorbidités. Mais il ne faut pas oublier que ça suppose une prise en charge pluriprofessionnelle, puisqu'il faut des recommandations sur les modes de vie, sur les conseils diététiques adaptés et le suivi des complications. Bon, ça, c'est la référence de l'ADA, qui sont publiées quasiment tous les ans et qui sont quasiment une référence universelle. Ça, c'est simplement pour mémoire. Alors, dépistage de la maladie rénale chronique, alors ça, c'est intéressant parce que là-dessus, en France, et ça, François Blanchecotte pourrait en parler beaucoup mieux que moi, sont extrêmement moteurs sur ce dépistage, et c'est heureux. La maladie rénale chronique, donc, est une pathologie qui est quand même beaucoup plus fréquente qu'on ne se l'imagine, et l'HAS a défini tous les facteurs de risque pour lesquels un dépistage est vraiment plus que recommandé. Donc, c'est diabète, risque cardiovasculaire, obésité et des antécédents individuels ou familiaux de maladies rénales, et puis tout ce qui est exposition à des toxiques. Donc, fréquence, 1 fois par an. Et les examens préconisés, c'est la créatinine sanguine, et puis bien sûr le rapport albumine-créatinine-urie, avec l'estimation du débit de filtration glomérulaire.
On interprète les résultats suivant le CADIGO 2009 en fonction donc, du DFG en ordonnée et de l'albuminurie en abscisse. Et puis tout ce qui est en vert, pas de problème. En jaune ou orangé, des risques accrus. Et puis en rouge, des risques de haut risque. L'HAS, oui, je suis passé rapidement en 2021, a confirmé ce que disait le CADIGO 10 ans avant. Alors ça, simplement une petite incise, parce que la communauté des néphrologues a été agitée l'an dernier lorsque ont été publiées des études américaines qui remettaient en cause la formule de calcul de CADIGO 2009, parce que cette formule tenait compte de la race. Et donc, c'était un petit peu... il y a eu des controverses sans fin, et le FLM a pris position en disant qu'il fallait revenir à CKD-EPI version 2009, sans facteur de correction en fonction de la race, et qu'on allait vers une nouvelle équation seulement si une meilleure performance. Voyez-vous, ça c'est le danger de tous ces articles qui sont publiés régulièrement et qui ne sont pas toujours validés du point de vue scientifique. Hypothyroïdie, alors ça je l'ai rajouté parce qu'il y a une recommandation qui est sortie tout récemment de l'HAS qui propose donc que pour les personnes de 65 ans, enfin c'était uniquement les femmes, avec des signes cliniques évocateurs et dans certaines situations cliniques, on pouvait faire un dépistage hypothyroïdie par la TSH. Par contre, s'il n'y a aucun signe clinique, aucun intérêt. Dépistage de la carence martiale, ça je passe parce que ça je crois que tout le monde connaît. Alors on rentre maintenant dans le dépistage du cancer colorectal. Alors ça c'est, je dirais, typiquement franco-français, où les dépistages des cancers rentrent dans le cadre de dépistage organisé. Alors sur le dépistage du cancer colorectal, la France se distingue parce que c'est un dépistage qui est hyper centralisé, puisqu'il y a un seul laboratoire qui a été reconnu, alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, les réalisations peuvent être faites par les laboratoires. Bon, ça c'est, comme je dis, franco-français. Il y a deux critères de réalisation. S'il y a un risque moyen de développer un cancer, c'est le dépistage par un test immunologique de recherche de sang-cul dans les selles, et si c'est positif, on fait une coloscopie. Si le risque est élevé ou très élevé, donc des antécédents personnels, familiaux, ou bien s'il y a une polypose anélomateuse, pas de dépistage par test immunologique, donc on fait direct une coloscopie ou une consultation cogénétique. Dépistage du cancer du col de l'utérus, alors ça aussi c'est intéressant, parce qu'on fait un petit peu compliqué. Pour les femmes de 25 à 30 ans, on va faire un examen cytologique du frottis, femme asymptomatique, à un an d'intervalle. Nouveau test 3 ans plus tard si les deux premiers tests sont normaux. Mais par contre, pour les femmes de 30 à 65 ans, ça sera le test HPV à risque. Et l'HAS ajoute quelque chose d'intéressant, parce qu'elle insiste beaucoup sur une approche préventive globale. Et l'approche préventive globale, ce n'est pas tellement le dépistage, c'est plutôt la vaccination. Donc vacciner, vacciner, vacciner. Et il y a des campagnes qui se développent depuis quelques semaines. Mais vous savez très bien qu'avant que la vaccination ne se généralise, il se passe un certain temps. Et donc, il ne faut pas oublier que pendant cet intervalle de temps, il vaut mieux faire des tests HPV parce qu'on sera beaucoup plus efficace en matière de dépistage de lésions cancéreuses. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la vaccination. Alors ça, c'est le logigramme, je passe. Les maladies transmissibles, infection à chlamydia trachomatis, parce que il y a beaucoup d'études montrent que la prévalence est extrêmement importante. Alors il y a deux types de dépistage, soit systématique, soit opportuniste. Systématique uniquement chez les femmes de 16-25 ans. Le dépistage opportuniste chez les hommes et chez les femmes avec facteurs de risque. Alors les facteurs de risque, vous les connaissez, c'est multipartenaires, autres IST, antécédents d'IST, etc. Fréquence, annuellement si le test est négatif et s'il y a des facteurs de risque. Et les examens préconisés, bon, c'est la RT-PCR, donc le test d'amplification, chlamydier et qui est associé donc au Neisseria. Alors, l'autoprélèvement, c'est une alternative. C'est un peu comme je suis passé rapidement pour le HPV, c'est pareil. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Le seul avantage de l'autoprélèvement, c'est que ça peut permettre une participation plus importante
des femmes. Je faisais allusion tout à l'heure, il faut que le test soit bien accepté, et ça, c'en est un exemple. Et à ce niveau-là, le biologiste pourrait jouer un rôle, parce que si c'était lui qui remettait le système de prélèvement, il pourrait expliquer aux femmes ce qu'il faut faire. Dépistage de l'hépatite B, donc ce sont toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées, asymptomatiques, et exposées au risque de contact avec le VHB. Donc les 3 examens, c'est les antigènes HBS, anticorps anti-HBS, anticorps anti-HBC. Et là, il faut inciter les gens à la vaccination également. Dépistage de l'hépatite C, pareil, anticorps anti-VHC. Là, je passe. Dépistage de la syphilis. Alors ça ce sont des personnes à risque, antécédents d'autres maladies vénériennes. Donc en première intention, un test tréponymique, et qui doit être contrôlé, si ce test est positif, par un test non tréponymique. Alors, dépistage du VIH. Alors là aussi, les biologistes sont actifs depuis très longtemps là-dessus, et ils peuvent jouer un rôle actif en première intention, toute personne pouvant donc se faire un test de dépistage sans prescription. C'est ça, monsieur François. Et ça, c'est vraiment, je crois, un exemple à souligner, mais tu pourras en parler peut-être mieux que moi tout à l'heure. Donc, sur demande de toute personne, ça, c'est vraiment de la prévention universelle. Et bien sûr, il y a des populations clés qui sont beaucoup plus à risque, mais c'est des populations clés, j'insiste bien, c'est pas un dépistage à faire uniquement sur les facteurs de risque. C'est-à-dire que tout le monde y a droit. Et la fréquence est adaptable en fonction des situations individuelles. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que l'HAS a dit à la suite de groupes de pression de gens à risque pour réduire l'épidémie, personne de 15 à 70 ans une fois dans la vie, mais si la personne prend un risque une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est un petit peu ambigu, cette recommandation. Et puis, s'il y a un diagnostic d'autres IST ou d'hépatite, donc on fait un test ELISA, et avec des tests, si le test est positif, on fait des tests de confirmation. Alors, il y a une stratégie d'accompagnement qui est très importante, où le biologiste peut jouer un rôle, c'est-à-dire qu'il faut une information adaptée pour expliquer au patient qui vient se faire dépister, d'abord avoir son consentement, et puis d'apprécier sa capacité à recevoir le résultat. Et donc, il faut une information qui soit très personnalisée, et au moment du prélèvement, là, il y a vraiment quelque chose à dire, et c'est le biologiste qui est en première ligne à ce niveau-là. Et puis au moment de la restitution du résultat. Donc ça, c'est un point vraiment essentiel. Bon, l'algorithme de dépistage du VIH, là, je passe. Alors ça, j'ai rajouté aussi cette diapo parce que la semaine dernière, j'ai vu passer cette recommandation de l'HAS de notification aux partenaires. Parce que si quelqu'un est positif, il faut favoriser aux partenaires que le patient est positif. Donc il faut augmenter le nombre de personnes informées de leur exposition à une IST. Et c'est vraiment un outil de prévention majeur. Et donc il faut aborder ça systématiquement avec le patient lors d'un diagnostic d'IST. Mais en France, il y a un petit point juridique et il faudra faire évoluer le cadre législatif. Donc c'est une réflexion qu'il faut absolument avoir parce qu'on peut laisser filer dans la nature si je puis me permettre l'expression, un risque qui ne sera pas contrôlé. Et puis alors le SARS-CoV est arrivé, et puis je suis très optimiste, il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver à la suite, donc il faut dépistage et mesures de prévention primaire avec les mesures de protection. Alors les autres dépistages, alors ça j'en ai pas du tout parlé, ça a été un choix parce que sinon on en aurait eu pour la journée, et vraiment mais c'est quelque chose de tout à fait particulier, dans un cadre qui est tout à fait autre que les soins de santé primaires. Alors simplement une prospective, 3 ou 4 diapos pour vous dire qu'il peut y avoir des évolutions, mais là avec beaucoup de prudence. C'est l'apparition de scores de risque polygéniques, où vous savez qu'il peut y avoir beaucoup de variants que l'on détecte pour certaines maladies, et par des systèmes d'intelligence artificielle, on calcule des scores de risque polygéniques. Les Anglais, avec l'UK Biobank, sont très en avance à ce niveau-là, et chaque variant pris individuellement a un impact très faible, mais si on les prend tous ensemble, ils peuvent contribuer à évaluer le risque global d'un individu. Et là, les auteurs de cette étude
avait mis en évidence donc des scores de risque pour 5 maladies courantes, maladies coronariennes, la fibrillation auriculaire, le diabète de type 2, des maladies inflammatoires intestinales et le cancer du sein. Et donc le but, c'est de stratifier les patients en catégories de risque basées sur les mutations génétiques. Alors cette étude est de 2018, mais l'année dernière, en 2022, d'autres auteurs ont comparé des études qui ont calculé les scores de risque polygéniques, mais suivant d'autres méthodes de calcul. Et puis ils se sont aperçus qu'il y avait des discordances entre les différentes études et que donc une personne pouvait recevoir des conseils médicaux qui étaient variables suivant le PRS utilisé. Donc ça veut dire que ces scores de risque polygénique, c'est très prometteur, mais pour l'instant c'est trop tôt. Il faut donc véritablement valider ce qui est fait dans ce domaine-là. Ensuite, la protéomique. Alors, il y a différentes techniques qui permettent de mesurer sur un seul échantillon 100, 200, 300, 1000 protéines différentes et qui permettent donc d'identifier d'éventuelles signatures pour tel ou tel type de pathologie. Là, c'est par exemple un exemple de profils qui sont déterminés pour quelques protéines. Ça, je passe parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe et que c'est en plein développement actuellement. Et puis la dernière diapo, c'est qu'on intègre les techniques multiomiques où on ajoute protéomique, génomique et transcriptomique. Et le tout peut définir, là encore, des profils de risque très complémentaires les uns des autres. Mais là, on est vraiment en pleine recherche et on serait en quelque sorte dans la médecine prédictive. Mais c'est prématuré pour l'appliquer actuellement. En conclusion, donc, quelles sont les orientations pour la prévention en soins de santé primaire? Il y a le dépistage généraliste, le dépistage spécialisé. Quel type de prévention? Alors, les bilans systématiques, les check-ups ne sont plus d'actualité, ils sont trop coûteux, peu efficients. Il faut adapter les examens en fonction de critères prédéfinis. L'âge, sexe, mode de vie, ils doivent être adaptés à chaque risque particulier, suivant des recommandations de bonnes pratiques. Donc, on évolue en permanence. Quel est l'apport de la biologie? Elle contribue au dépistage, mais il faut aussi agir sur les comportements, les modes de vie, l'environnement, et la promotion de la santé, une composante essentielle. Et quel rôle pour le biologiste? Et il va réaliser les actes de biologie. Alors, ça, il faut prescrire par le médecin, mais peut-être qu'il faut voir un petit peu plus loin, et il faudrait que le biologiste soit en capacité de participer aux campagnes de dépistage de maladies chroniques et de maladies transmissibles. Ça, c'est quelque chose vraiment à développer. Il faut qu'il soit acteur d'actions de promotion de la santé en tant que biologiste de proximité, parce que ça peut se faire que par la biologie de proximité, et dispenser des conseils éclairés aux patients. Et il doit également participer avec les autres acteurs de santé au développement d'actions de prévention. Merci, j'étais un petit peu long peut-être. Et donc il y a beaucoup à espérer de la biologie dans le cadre de la prévention. Merci Joseph.